ont éclaté leurs granules, eh bien ça déclenche, ça libère de l'histamine et l'histamine va provoquer la réaction inflammatoire. Mais votre médicament antihistaminique va bloquer l'histamine donc, et empêcher la poursuite de la réaction inflammatoire. Il y a aussi d'autres traitements anti-inflammatoires qui ne sont pas à base d'antihistaminiques. Et ce sont les corticoïdes de synthèse. Puisqu'on vient de voir que la cortisone est un moyen de réguler naturellement la réaction inflammatoire, eh bien, les corticostéroïdes de synthèse sont des anti-inflammatoires et en même temps des immunosuppresseurs. Bon, je passe sur les détails. Elles ont évidemment des effets indésirables, ça va sans dire. Et ces corticoïdes de synthèse, bien, vous savez, ce sont tous des dérivés de la cortisone. Mais vous avez aussi des anti-inflammatoires qui ne sont pas de la cortisone. Vous avez certainement entendu parler des AINS, qui est l'abréviation de anti-inflammatoire non stéroïdien. Par exemple, l'aspirine, c'est un AINS, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils ne vont pas du tout agir sur l'histamine, mais ils vont agir pour empêcher les transformations de l'acide arachidonique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire empêcher le cycle, la voie des cyclooxygénases. Alors, il y a donc l'aspirine. Un autre qui est très connu, c'est la molécule de base de nombreux médicaments, c'est l'ibuprofène, qu'on donne très souvent en perfusion intraveineuse. Bon, alors évidemment, on peut être contre les AINS aussi. Il y a quelquefois des cas où ça rend bien service parce que ce sont des anti-inflammatoires et par la même occasion, ce sont des antidouleurs. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, il se trouve que je suis sujet aux coliques néphrétiques. Et pour ceux qui connaissent ce plaisir, eh bien, c'est extrêmement douloureux. Là, chaque fois que j'ai été hospitalisé pour ça, on m'a fait des AINS. Je n'ai pas dit non, bien entendu, parce que on cherche à éviter les conséquences. Bien. Alors, si ça ne suffit pas, derrière, vous avez une immunité adaptative. Et l'immunité adaptative, c'est là-dessus que vont jouer les vaccins. Alors, les vaccins, en définitive, ils voudraient jouer sur les deux tableaux, l'un avec son adjuvant ou éventuellement d'autres substances toxiques présentes dans l'ampoule vaccinale qui vont constituer le signal de danger qui va mettre en jeu tout ce qu'on vient de voir. Et puis de l'autre côté, eh bien, on veut provoquer la réaction adaptative qui, elle, contrairement à la précédente, est stricte au point de vue de la spécificité. C'est-à-dire qu'elle va viser un pathogène bien déterminé. Alors que tout à l'heure, on a vu que dans l'immunité innée, ma foi, toutes les bactéries qui ont un peptidoglycane vont être reconnues par le TLR 4 ou 5, je ne sais plus, mais ce n'est pas une spécificité étroite. Là, elle est très étroite. En plus, elle développe une mémoire, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et vous en avez deux types, l'immunité humorale qui est la production d'anticorps, et l'immunité cellulaire qui est la mise en place de cellules toxiques. Ça, c'est le schéma qui est dans le bouquin. Non, je vous rassure, on ne va pas... Les antigènes, c'est ces petites bêtes qui sont là, vous voyez. Ça, c'est les fameuses cellules. Bon, c'est un schéma synthétique. C'est les fameuses cellules présentatrices de l'antigène, qui vont absorber l'élément pathogène, le fragmenter, le présenter aux lymphocytes. Et ces lymphocytes vont fabriquer des anticorps. Ça, c'est la réaction humorale. Maintenant, il y en a d'autres qui, elles, ne vont pas faire du tout la même chose. Ils vont également être présentés à des lymphocytes, mais eux, ils ne vont pas fabriquer l'anticorps. Ils vont simplement devenir des cellules tueuses. C'est-à-dire que les cellules, comme celle-ci, qui auront été contaminées par un virus, bien, vont présenter à leur surface les mêmes petits morceaux d'antigènes que les cellules présentatrices ici. Et à ce moment-là, ces cellules seront détruites. Bon, mais ça, je ne le détaille pas parce que ça nous entraînerait trop loin. Alors, voici le schéma complet. Là, vous avez les cellules qui sont fabriquées dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, pas la moelle épinière, comme j'ai souvent lu. Dans la moelle osseuse, ces cellules
Ces lymphocytes vont soit donner des lymphocytes B qui vont sécréter les anticorps, soit des lymphocytes T qui vont devenir des cellules tueuses. Et entre les deux voies, vous avez d'autres lymphocytes, on appelle les lymphocytes auxiliaires, et qui sont chargés d'équilibrer les deux voies. Et ce sont ces lymphocytes auxiliaires qui s'effondrent chez les gens qui sont victimes du sida. Ce que je voulais préciser encore avec ce schéma récapitulatif, c'est que la plupart des vaccins orientent la réponse immunitaire vers la droite pour provoquer des anticorps, très peu vers la gauche pour les cellules d'immunité cellulaire, à l'exception d'une seule qui est le BCG, qui lui, le BCG, provoque au contraire une immunité cellulaire et très peu d'immunité humorale. Bon, quand on connaît évidemment les risques du BCG, on ne va pas s'amuser à faire du BCG simplement pour compenser le fait que les autres vaccins ne font qu'une immunité humorale. Donc il faut savoir, presque tous les vaccins orientent la réponse immunitaire vers la droite, c'est-à-dire la production d'anticorps. Comment ça se met en place chez le nourrisson? Eh bien, il y a tout d'abord l'imprégnation du réseau idiotypique. Ça, c'est assez compliqué. Et d'autre part, l'importance de l'allaitement. En effet, quand un nourrisson qui vient au monde, il a été en relation avec sa mère pendant 9 mois, et à travers le placenta, même s'il n'y a pas de communication directe, les circulations sanguines sont complètement séparées, mais il y a quand même, à travers la membrane, l'épaisseur du placenta, qui est excessivement fine, eh bien, vous avez des échanges qui se produisent. Et il est possible qu'il y ait donc cette imprégnation du réseau idiotypique. Je vais vous dire en quoi ça consiste. C'est, je pense, je suis pas seul évidemment, mais j'ai lu que ce réseau idiotypique explique probablement la raison pour laquelle, quand on vient au monde, eh bien, on dispose d'anticorps naturels. Avant même d'avoir été allaité, évidemment, on en récupère aussi à l'allaitement, mais on en a également avant. Alors, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est que le réseau idiotypique? Bien, pour le comprendre, il faut revoir rapidement comment est constitué un anticorps. Ça, c'est un anticorps. Vous avez des chaînes très longues, 2, et des chaînes plus courtes, 2 également. Ça, ce sont des parties constantes, quel que soit le type d'anticorps. Ça, ce sont des parties variables, marquées avec un V, tout simplement parce que ce sont elles qui sont adaptées de façon spécifique et très étroite à l'antigène qui a déclenché la réaction, qui a déclenché la formation des anticorps. Mais cette partie caractéristique, qui dépend de l'antigène qui a été responsable du déclenchement de la réaction, cette partie, elle varie avec chaque type d'anticorps. Et on appelle cette partie-là l'idiotype. Petite parenthèse au passage, ça c'est une molécule qu'on appelle une immunoglobuline de type G. Ce sont les plus nombreuses. Mais vous avez d'autres types d'immunoglobulines, les plus nombreuses, enfin les plus courantes, sont les IgM. Les IgM, comme vous voyez, c'est un assemblage de 5 molécules comme ça. Ce sont, quand vous rencontrez un antigène pour la première fois, un élément pathogène pour la première fois, vous fabriquez des IgM. Et par la suite, vous fabriquez des IgG, qui ne sont pas polymérisés. C'est pour ça que quand vous faites une analyse sanguine, eh bien on sait, si vous avez des IgM contre un élément quelconque, ben c'est que vous venez d'être infecté. Alors que si vous avez des IgG seulement, ben c'est que l'infection est plus ancienne. Et là, vous avez des IgA. Les IgA, vous voyez, vous avez 2 molécules comme ça, avec une liaison entre les deux. Eh bien ça, ce sont les immunoglobulines, Ig c'est l'abréviation d'immunoglobulines, qu'on trouve dans les sécrétions. Par exemple, dans la salive, dans le lait. Et si on a cette petite pièce ici, avec les 2 molécules, c'est tout simplement pour les empêcher d'être digérées. C'est pour ça que le nourrisson, quand il tète sa mère, il récupère des IgA qui ne seront pas digérés dans son estomac parce qu'il y a cette petite pièce qui bloque la digestion. Et par conséquent, à ce moment-là, les anticorps peuvent avoir leur effet. Bien, alors, c'était une petite parenthèse avant de vous expliquer ce qu'est un réseau idiotypique.
Donc l'idiotype, c'est ça, hein, c'est la caractéristique